Petite YouTube Words, bonjour. Alors, préparez-vous à une vidéo qui va être très longue. Aujourd'hui, on se retrouve comme promis, et parce que j'avais très envie de le faire, parce que pour moi, c'est un peu une sorte d'archive que je mets de côté. Nous nous retrouvons pour une vidéo où on va faire un petit voyage dans le temps, puisque on va retracer un peu les 1 an de mon entrée en protocole de soins en CSO. Je vais décortiquer, mettre à plat, désosser ce qui s'est passé pendant 1 an, donner mes ressentis, les améliorations ou non, ce que je pense vraiment sincèrement et viscéralement de cette première année, de ce premier chapitre d'une longue histoire de reconstruction avec des hauts et des bas. Bien évidemment, il y aura quelques photos, alors on en reparlera au moment voulu, mais étant donné que je n'ai pas fait d'avant-après, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de vous donner un visuel qui soit cohérent et pertinent. Et puis voilà, le bilan assez complet, je vais faire ce que je peux. Je vous rappelle que moi j'ai tenu tout ça par le biais de ce journal de bord, donc ce qui aide considérablement puisque j'y note absolument tout, que ce soit les pesées, que ce soit les ressentis, que ce soit les crises de TCA, tout y est noté, même les choses qui sur le moment pouvaient me paraître insignifiantes. On y va. Ce qui a déclenché le besoin d'aide extérieure, d'aide médicale, d'aide d'une équipe pour qui c'est la spécialité, c'est parce que le premier déclic pour moi, au-delà du fait, on va pas se mentir, quand on atteint un certain poids, on sait que d'un point de vue santé, ça va très vite déconner si ce n'est pas déjà le cas. Le premier déclic, ça a été que j'ai des années et des années de tentatives. J'ai peut-être tout essayé, hormis évidemment l'intervention bariatrique et les traitements, mais j'ai tout essayé ce qui était possible, de passant par Weight Watchers, des méthodes un peu plus douteuses. Bref, je me suis mise dans des situations très inconfortables parce que l'obsession, c'était de perdre ce poids qui m'encombre, qui me gâche la vie, qui m'empoisonne. Donc le premier déclic pour moi, dans cette phase-là, ça a été « je n'y arriverai pas toute seule ». Et déjà, quand on fait ce pas-là de se dire « je suis pas une warrior et là, ouais, j'ai besoin d'aide », c'est déjà, je trouve, un premier déclic hyper chouette parce que on a beau avoir une force de caractère, on a beau se dire il suffit d'un rééquilibrage alimentaire, il suffit juste de ça, je sais quoi faire. Bah parfois on croit savoir quoi faire et comment le faire et on sait pas tout. Donc forcément, contrairement à d'autres personnes, moi j'ai des réseaux sociaux, notamment j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mes vlogs qui me donnent l'opportunité de me confier quand ça va bien, mais aussi quand ça va un peu moins bien. Et à cette époque-là, donc c'était fin 2023, je commençais à parler un petit peu de ça allait pas très bien, que je m'en sortais pas avec mon poids, que j'étais à 2 doigts de capituler et de partir sur, vous savez, cette fameuse pensée, aller de la merde, c'est bon, quand on sera dans le mur, on sera dans le mur. Donc je commençais à en parler. Il y a l'une d'entre vous qui est venue me trouver sur Instagram et qui m'a dit, mais tu sais, moi Jenny, j'ai intégré un suivi en CSO il y a quelques mois et je dois t'avouer qu'en 6 mois, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Elle a planté la graine, moi j'ai maturé le truc et effectivement je me suis renseignée et je me suis dit c'est peut-être quelque chose qui pourrait me correspondre. Donc je suis allée chez mon médecin, j'ai demandé le courrier. Alors là, il y a eu un imbroglio entre le médecin et une nutritionniste, un médecin nutritionniste privé que je suivais, qui ont été très d'accord avec l'idée d'un suivi en CSO et j'ai envoyé mon courrier au CSO. Si je vous parle de CSO, j'ai bien conscience que tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit. Un CSO, c'est un centre spécialisé obésité qui est pour la plupart du temps, sauf exception, qui est rattaché à des hôpitaux. Les derniers chiffres que j'ai pu avoir, il semblerait qu'il existe 37 centres spécialisés obésité en France. Ce qui est, ma foi, pas mal parce qu'on a des solutions, on a cette alternative, mais je trouve que malgré tout, malgré la maladie chronique qu'est l'obésité et l'importance qu'elle prend, puisque les chiffres, le pourcentage de personnes en situation d'obésité sévère augmente au fil des années, je trouve que un poil plus de centres de cet acabit, enfin, qui ait plus de place. Le centre spécialisé obésité, il y a plusieurs types de prise en charge. Il y a une prise en charge médicale où là, ça va être purement des examens parce que, comment je peux vous imager ça pour que vous puissiez comprendre ?
on a beau savoir, ça rejoint un petit peu ce que je disais précédemment, on a beau savoir quoi faire et comment le faire, mais c'est pas parce que on refait la carrosserie de la voiture ou qu'on change des pneus que ça va régler le problème moteur. Donc là, on va creuser par le biais d'examens divers et variés pour savoir si justement il n'y a pas un problème autre que la surface. Pour ce faire, en tout cas, dans mon CSO à moi, il y a une bonne demi-journée d'hospitalisation de jour où on va vous matraquer, on va vous faire absolument tous les examens. L'idée est bonne puisque, comme ça, au moins, c'est fait. On ne revient pas 14 fois au centre pour faire examen par examen. Ensuite, il s'agit d'une prise en charge pluridisciplinaire, où là, vraiment, ça va être plus de l'entretien individuel avec des médecins, endocrinologues, nutritionnistes, diététiciens, pneumologue aussi, puisque évidemment on va aller creuser vers tout ce qui est l'apnée du sommeil, le côté respiratoire. En fait, on va creuser un peu de partout et rencontrer les médecins assimilés, sachant que dans le centre CSO dans lequel je suis, on peut rencontrer psychiatres et psychologues, mais que c'est un petit peu compliqué. On va donner une liste de psy recommandés par le CSO. Il est plus simple de faire sa prise en charge en extérieur. Ça implique que vous allez avoir cette prise en charge financière de votre part. Moi, j'ai choisi ça parce que bien que les psychologues, psychiatres du CSO sont très bons, mais il y a tellement de demandes qu'en fait, tu n'arrives pas à avoir un suivi correct. Et moi, j'avais besoin d'un suivi correct et surtout à des fréquences tout aussi correctes. Le CSO va aussi proposer des ateliers de groupe appelés TAP, traitement ambulatoire pluridisciplinaire, où là, c'est vraiment du groupe un peu comme le groupe de parole, mais où on va une fois de plus un peu rentrer dans le vif du sujet. Et ces ateliers de groupe ont des thématiques bien précises. Il y aura des thématiques, par exemple, qui moi me concernent. J'ai fait un TAP, le TAP estime de soi, rapport au corps, confiance en soi, mais il y a d'autres thématiques lesquelles je ne suis absolument pas concernée du tout. Quelques petits détails à préciser qui ne sont quand même pas des détails. L'entrée en protocole de soins en CSO est soumise à un passage en commission. On fait la lettre, on l'envoie, il vous donne une application à télécharger dans laquelle vous devez répondre à un nombre assez conséquent de questions. Et l'entrée, une fois que vous avez l'accès au protocole de soins, le CSO n'impose pas au patient des choses qu'il ne veut pas. Par exemple, moi, il n'était absolument pas question d'une intervention bariatrique. Je l'ai dit dès le début, on n'en a plus parlé. D'ailleurs, que ce soit, puisque maintenant, on a à disposition ce qu'on appelle le Wegovy pour aider à la perte de poids, qui n'est pas le traitement pour les personnes diabétiques, mais vraiment à viser perte de poids, vous pouvez également le refuser sans aucun problème. C'est-à-dire que eux vont vous faire des propositions, vous avez vraiment votre refus, quoi qu'il en soit, sera respecté. Le 19 avril 2024, j'ai donc mon premier entretien au CSO avec une partie de l'équipe qui va me suivre, à savoir que j'avais le psychologue, enfin la psychologue, la psychiatre, j'avais la nutritionniste et me semble une diététicienne. Il me semble, et l'endocrinologue. Voilà, une partie de l'équipe me reçoit collectivement puis individuellement. On met un premier mot sur le mal, deuil pathologique ou deuil bloqué. Il y a plusieurs façons de nommer ce truc-là. Et un second mot se susurre. On parle d'hyperphagie en termes de TCA. Mais vous verrez que la suite de mon suivi démontre que c'est un peu plus complexe en termes de TCA qu'un simple mot posé lors d'un premier entretien. Il va de soi qu'on me fait monter sur la balance et quand je vois les balances, waouh, je vois des trucs comme ça, je me dis waouh, ah ouais, ça y est, là on y est, là on met les pieds dedans, je monte sur la balance et à ce moment-là, le 19 avril 2024, je pèse 130 kg 800. Je ne suis que très peu étonnée, voire même je suis surprise parce que je vous avoue que je m'attendais à peser plus lourd sur la balance parce que forcément, j'étais dans un moment de ma vie où la balance, elle était au garage et elle gardait bien la pêche. Donc, je suis pas étonnée et en même temps, malgré mes 130 pouces bien assises, je me dis, je m'attendais à pire. Donc,
Par rapport à la pesée, je suis pas étonnée. C'est tous les mots qu'on va se dire autour. C'est le fait que là, je suis venue pour quelque chose. Donc, je suis venue pour sortir ce que je n'ai pas dit. Plein de choses. Donc, j'ai commencé à faire remonter des choses et je ressors de ce premier entretien complètement liquéfié. J'ai rendez-vous au bâtiment L'Argilière. C'est tristoun, hein? Mes petits cadets, je viens de ressortir, de ce rendez-vous. Je suis vidée. Ça a été émotionnellement très raide, puisque il a fallu expliquer, il a fallu sortir ce qu'il y avait au fin fond, et ça n'a pas été facile du tout. Ça arrive pas. Là, j'arrive pas à... Je suis dans un état émotionnel, je suis assez bouleversée. Et j'arrive pas à... Je crois que là, il restait quelques remparts. Et puis ça a lâché. C'est-à-dire que je me revois assise à l'arrêt de bus. Je laisse les bus passer parce que je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer. Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un bout de barrage qui a pété? Mais je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer. On m'explique que le aller mieux pour moi passe presque obligatoirement par débuter une psychothérapie, me faire suivre parce que ça va pas du tout. Enfin, je me confie sur des ressentis que je n'ai même jamais dit ici parce que je trouve maintenant avec le recul, heureusement, parce que c'était vraiment très violent et que quand même si je suis sur ma chaîne et que j'estime être en droit de dire mes ressentis, il faut quand même un minimum vous préserver. Il faut quand même garder un certain respect. On ne peut pas se saquer. On a des idées un peu cheloues. Je pense que heureusement, parce qu'avec le recul, ça va bien mieux aujourd'hui et heureusement que vous n'avez pas dû encaisser ces propos, ces pensées que j'avais à ce moment-là. Donc, la suite des choses, c'est qu'impérativement, il me faut un suivi psy, pas piquer des hannetons. Entrons maintenant dans le vif du sujet, suivi psychiatrique et les TCA, évidemment, puisque là, c'est quand même intrinsèquement lié, si je puis dire. J'ai la chance, justement, l'entrée en CSO, je vous expliquais tout à l'heure que la prise en charge psy, où vous la faites au sein du CSO, mais il est très compliqué de dégoter des créneaux qui soient corrects pour un suivi, ou vous la faites en dehors. Mais le CSO va, en tout cas le mien, m'a donné une liste de professionnels, de praticiens très recommandés pour les personnes en situation d'obésité. Et je pense que concernant le psychologue, en fait, pour moi, c'est ce genre de médecin, ce genre de praticien, c'est une rencontre qui se fait. Et la rencontre, elle se fait ou pas. Et écoutez, j'ai eu la chance, elle m'a été bien recommandée. Au niveau de la psychologue, j'ai eu la chance d'avoir la rencontre du premier coup. Écoutez, je pense qu'après toutes ces années de merde, à un moment, il n'est pas déconnant d'avoir un petit peu de peau et de tomber sur, entre guillemets, les bons. La première rencontre a été absolument formidable. Je me suis sentie écoutée, je me suis sentie soutenue, je me suis sentie comprise, même dans les propos obscurs par rapport à moi, parce que on n'est pas en train de me dire à ce moment-là, non, vous ne pouvez pas penser comme ça, non, vous n'avez pas le droit, non. Ce qu'on entend quand on est sur les réseaux, quand tu parles un peu de toi en des termes qui sont un peu cruels, on vient te dire tu devrais pas parler comme ça de toi. Mais oui, sauf que t'es pas dans ma tête et à ce moment-là, peut-être que si je dis ça, c'est parce que je le pense viscéralement et que je peux pas faire autrement. Je me suis sentie presque normale, alors que ça faisait quelques mois que j'étais avec mon anormalité. Voilà, Ouais, anormalité en plus assez globale, de pas arriver à perdre du poids alors qu'on sait faire, on sait comment le faire, on sait quoi faire. Enfin, il y a un moment où tu te dis, mais j'ai un pet au casque ou quoi. Bah, globalement, si on appelle un chat, tu dis pourquoi j'y arrive pas là où d'autres y arrivent, là où d'autres se sortent les doigts du huc. Moi, je mange quasiment plus rien et je perds pas 100 grammes sur la balance. Voilà, il y a un moment où il est très humain de se dire, mais je suis siphonnée ou quoi? Je comprends très vite avec cette rencontre avec la psychologue que
elle va changer les choses. Je comprends aussi très vite que ça va pas être simple parce qu'on va devoir démerder le terrain, on va devoir virer les encombrants, on va devoir faire remonter des choses et alors j'étais pas prête à certaines choses, on va devoir faire remonter des choses. Donc je sais que ça va pas être simple, mais je sais que quelque part, elle va m'aider à changer pas mal de choses. Le rendez-vous avec la psychiatre, c'est pas la même chanson. C'est plus rigide, c'est moins confortable, c'est même beaucoup plus protocolaire. Mais justement, elle est là pour aller un peu plus loin. C'est pas du tout le même. On a souvent, quelle est la différence entre le psychiatre, psychologue souvent on va te répondre la prise en charge, le remboursement. Sauf qu'en fait, même dans l'entretien lui-même, c'est pas du tout la même chose. On sent très bien que le psychiatre, lui, va avoir une approche plus médicale, mais qui, quelque part, maintenant, pareil avec le recul, quelque part, complète le travail du psychologue. Donc, rencontre avec la psychiatre qui là, c'est très étrange parce que l'échange est bizarre. J'ai l'impression il y a des moments, je reste un peu en plan en me disant dans ma tête qu'est-ce que je dois dire. Elle pose des questions, mais c'est moins cocooning qu'avec la psychologue. Mais mine de rien, la psychiatre, elle va changer aussi la donne puisque elle va mettre des vrais mots sur vraiment les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que moi, j'étais partie du CSO avec un premier avis sur l'hyperphagie. Au bout de, je pense, 4 séances peut-être avec la psychiatre, elle ne parle pas d'hyperphagie. Elle me dit, vous souffrez de TCA de type mixte, autrement appelé de TCA atypique. Génial! Parce que TCA de type mixte égale, t'as un petit peu tout, mais en même temps, t'as pas tout. Démerde-toi avec ça. D'après ces mots, la petite nuance entre hyperphagie et TCA de type mixte, c'est que dans l'hyperphagie, la logique veut qu'il n'y ait aucun comportement derrière compensatoire, voire purgatif. Sauf que moi, alors je n'ai jamais eu de retour de comportement purgatif derrière, c'est-à-dire faire ressortir ce qu'on a ingéré. Par contre, la réaction compensatoire, la réaction privative, voire punitive, j'en suis. Je peux passer en fait de tout à rien. Je peux passer du stade, je vais utiliser des mots peut-être maladroits, mais c'est parce que je les pense comme ça. Je peux passer du stade à m'empiffrer littéralement, à limite manger 4 tomates et 2 pommes par jour et me sentir très bien avec cette idée-là. Donc une fois qu'on sait que mes TCA sont atypiques de type mixte, c'est aussi beaucoup plus simple, c'est pour ça que je vous dis que c'est lié, c'est beaucoup plus simple pour la psychologue de t'aider dans ce sens. D'où le fait que dans un premier temps, je pense que les deux sont pas plus mal. Alors nous, ça s'est vite arrêté entre la psychiatre et moi, simplement parce que elle a sa limite. C'est-à-dire que moi, mon cas ne nécessite pas de traitement, d'acte purement médical. D'un point de vue purement médical, la psychiatre ne peut pas aller plus loin. Donc, le suivi avec la psychiatre est arrêté, mais d'un commun accord. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai décidé, ça y est, c'est bon, terminé. Elle m'a dit, moi, je suis allée au bout de ce que je pouvais pour vous. Par contre, je garde précieusement mon suivi avec la psychologue parce que plus ça va, plus on avance et mieux ça va. Bien évidemment qu'il y a eu l'identification de mon hypersensibilité qui a été faite avec la psychologue. Par le biais, comme je vous l'ai dit, de tests. Je ne veux pas aller plus loin, je vous remets dans le i là. J'ai consacré une vidéo, un contenu entier sur l'identification de mon hypersensibilité, ce qu'il en est, voilà. Donc je vous laisse aller voir si le cœur vous en dit. Il y a plein de petites choses qu'on fait peut-être de façon anodine au quotidien, en se disant c'est tout à fait normal, mais déjà quand on fait ce genre de choses, on met un petit peu les pieds dans les troubles du comportement alimentaire. Déjà ne serait-ce que être obsédé par la balance alimentaire. Parce que ça, c'est quelque chose qui est... Alors, je me sers de la balance alimentaire maintenant quand je fais une recette, quand même, pour respecter un minimum. Mais peser la moindre pâte, le moindre grain de riz, c'était quelque chose...
lequel j'étais très capable. Donc déjà, quand on arrive à peser absolument tout ce qu'on ingère, c'est déjà, ça pue un peu, hein. Quand on comptabilise la moindre calorie, c'est pas bon non plus. Et là, on a avec ces praticiens-là, on a vraiment tout ce qui est réseaux sociaux, qui est applications. Elles ne sont pas contre, mais elles partent d'un principe qu'elles peuvent, toutes ces possibilités-là, ces accès-là qu'on peut avoir, ça peut malheureusement sur les personnes un peu fragilisées en termes de rapport à la nourriture, ça peut enclencher des troubles du comportement alimentaire, puisque là, on te propose de quoi contrôler vigoureusement. Évidemment, ça dépend, ça dépasse. Je vous passe le fait de se peser soi-même tous les jours. Alors moi, c'est quelque chose lequel j'ai jamais été concernée parce que je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt, mais mine de rien, il y a des personnes qui font ça, se peser tous les jours, faire des fixettes sur des aliments, et ça, c'est pareil, c'est quelque chose. Je me suis vue pendant une semaine avoir envie d'une soupe à la tomate au vermicelle. Vous savez, la Knorr Liebig, là, les trucs bien transformés. J'ai fixé pendant une semaine. Quand tu fixes sur une soupe pendant une semaine, c'est quand même qu'il y a un petit merdier. Globalement, et là, je vais rien vous apprendre parce qu'on le sait très bien, autour des TCA, de toute façon, tout ce qui est comportement extrême et qui a un lien dans le rapport qu'on a à la nourriture, ça devrait nous alerter, ça devrait. Quand tu t'as mangé un petit truc, tu t'es octroyé et que derrière tu claques 4 heures de sport pensant que, enfin voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent nous mettre en alerte, mais forcément quand on souffre de TCA, et selon les mots de la psychiatre, c'est quand on parvient à ne plus avoir de lien conflictuel avec la nourriture, et ce qu'on greffe autour de ce lien conflictuel, qu'on commence à se sortir un peu du guêpier, quoi. Second rendez-vous CSO, 29 août 2024, pesé 128,6, soit moins 2,2 kg par rapport en un peu plus de 4 mois. Ah bah autant vous dire que pour moi c'est hyper décevant et hyper décourageant, mais pour eux, parce qu'ils ont en main un journal alimentaire qu'ils m'ont demandé de tenir, pour eux ça ouvre des pistes à creuser merveilleuses. Moi je suis là, alors qu'eux me disent il y a forcément un problème mécanique, il y a forcément un souci médical. Moi, je suis là au bout du rouleau, au bout du bureau, en me disant non, mais moi, j'y arriverai jamais. En fait, je suis très, très découragée à ce moment-là. Alors, l'un des problèmes quand on entre dans un protocole de soins en CSO, ce sont les délais. Et du 29 août, il me faudra attendre fin octobre pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas. On va commencer par un premier examen externe, donc qui est, on me le prescrit au CSO, mais eux ne peuvent pas le faire au sein du CSO, qui est une échographie abdominale. On me détectera le 17 octobre 2024 une stéatose hépatique avancée non alcoolique. Je précise parce que qu'on ne se méprenne pas, hein, bon, mais qui est pas anodin. Hein, on me dit, on peut, si vous perdez du poids, ça va aller mieux. Mais par contre, attention, parce que si vous ne faites rien, on va se dire les choses très correctement. Si vraiment vous ne faites rien et que vous laissez traîner, l'issue peut aller sur un cancer du foie. Je ressors de l'examen, parce que bon, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, sachez que les examens médicaux et moi, ça fait 8000. J'y vais, j'ai le pétomètre à 0, je ressors, pareil, toute la pression retombe, le fait qu'on me diagnostique ça, la culpabilité, et je chiale, et c'est reparti pour la chialade, c'est pas juste, Calimero, machin. Bref, 17 octobre, diagnostic de stéatose hépatique avancée non alcoolique. Le 24 octobre, donc jour de ma demi-journée d'hospitalisation, 2 jours au sein du CSO, on va faire plein d'examens qui sont plutôt bons, sauf mon indisoma qui va révéler une très belle insulinorésistance. Allez, de toute façon, après quand on m'explique, je comprends que l'un ne va pas sans l'autre, généralement. Donc, bon, je me dis, si j'arrive à régler l'un, l'autre va le suivre comme un petit mouton. Donc,
Là, j'essaye de relativiser compte tenu des autres examens qui sont plutôt cool. Autrement dit, j'ai passé une calorimétrie indirecte. Alors, c'est un examen où vous êtes allongé. Le seul petit bémol, c'est si vous êtes le premier essai, la première tentative pour moi était un échec. Si vous êtes claustro, on va te mettre une canopée, en fait, une sorte de bulle sur le visage où tu vas devoir respirer tranquillement pendant une vingtaine de minutes. Premier essai, j'ai appelé le barbal, vite, fais mourir. J'avais l'impression d'étouffer. Il m'a expliqué calmement, il m'a laissé le temps de rechialer encore. Et on a réussi à passer l'examen. Donc la calorimétrie indirecte, elle permet finalement de calculer très précisément ton métabolisme de base. Et là, j'étais très contente parce qu'on m'a dit votre métabolisme de base est très très bon, ce qui va vous être d'une aide par rapport à mon âge, tout ça, hein, ce qui va vous être d'une aide assez conséquente dans la suite des choses. Donc j'étais, malgré le coup de pression de la canopée sur le visage qui te donne envie de crever très clairement, j'étais très contente du résultat. Et j'ai passé également une imagerie DXA qui est, je crois, le même appareil quand on passe une ostéodensitométrie. Moi, ils ont fait la totale, en fait. Ils ont fait non seulement le truc de masse grasse, masse maigre, et aussi pour voir s'il n'y avait pas une ostéoporose ou un truc sous-jacent. Donc, comme vous pouvez le constater, on est quand même dans cette... Je ne vous parle pas des prises de sang, l'électrocardiogramme, bref, on est quand même là, on vous ausculte sous toutes les coutures, si je puis dire. L'imagerie DXA, revenons quand même là-dessus, parce que ça, c'est absolument formidable. Alors, c'est formidable parce que là, tu vois. Hein, tu vois, je vous mets une petite illustration, tu vois ce qui est rouge, c'est ton gras, et ce qui est jaune, bon voilà, c'est pas trop grave, ce qui est vert, tout va bien. Bon moi, quand j'ai vu le rouge, je me suis dit, non mais ça, vous imaginez, non seulement, donc on te fait voir visuellement ce que ça donne, mais après, le compte rendu avec le médecin te dit le poids de masse grasse et le poids de masse maigre. Vous imaginez que dans la zone du ventre, compte tenu de ma stéatose hépatique, donc graisse viscérale plus graisse sous-cutanée, vous imaginez que rien que dans la zone abdominale, 3,3 kg de gras. Sans déconner, une grossesse, un bébé à terme, 3,3 kg. Et là, tu te prends le truc quand même en plein dans ta gueule en te disant « Ah ouais, quand même !» Et je vous avoue que devant le médecin, nerveusement, j'ai rigolé. Je dis au médecin, vous vous rendez compte, un médecin, tu sais, ils essayent d'être bienveillants là-bas. Il me dit oui, en essayant de tempérer. Je dis non, mais c'est dingue, c'est partagé entre le fou rire et l'envie franchement, l'envie d'inhaler du marc de café par le nez. Alors maintenant, pour moi, il y a deux options. Je sais ce que j'ai. Je sais ce qui freine ma perte de poids. J'ai deux options. Ou je prends ces informations et je recommence tout, où je me dis, c'est bon, j'en ai plein le cul, j'arrête les frais, stop, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Alors, quand je parle de grand chamboule tout, le terme est faible, hein, parce qu'à compter du 17 octobre, c'est-à-dire à partir du moment où on me diagnostique une stéatose hépatique et que je comprends ce qu'est une stéatose hépatique sévère, je comprends que tout ne tient qu'à mon alimentation que je pensais être plutôt correcte et en quantité dans ce que je faisais. Eh bien, pas du tout. Donc, il s'agit de s'informer, de tout apprendre, de tout changer. Donc là, c'est entre guillemets, c'est un reset absolument, un reset total. Donc, à compter du 17 octobre, je change tout radicalement et je me vois même être dans le bus du retour de mon échographie abdominale et passer une commande avec le peu d'infos que j'ai pu glaner le temps de prendre mes bus, faire une commande pour ne plus manger ce que j'ai à la maison. Puis après, forcément, je vais être aidée d'une nutritionniste absolument géniale qui me suit au sein du CSO, qui va m'aiguiller, qui va m'aider, qui va me donner des lieux où trouver des recettes qui sont à peu près sympathiques à cuisiner. Le seul
point positif, si je puis dire, dans ce changement d'alimentation, c'est que le seul truc que je ne dois pas changer, c'est les sucres raffinés, puisque je n'en consomme que très peu. Par contre, derrière, tout ce qui est féculent raffiné, on oublie, on passe au féculent complet. Et comme je suis plutôt radical dans les choses, je ne suis pas passée par le semi-complet, je suis passée du truc panzani raffiné au truc méga complet. Donc, dans un premier temps, retour du mode Calimero, je suis pas contente, c'est pas bon, c'est dégueulasse, et je me plains, et je me dis pourquoi moi, enfin bref... Calimero et Tati Daniel, les 3 premiers mois de ce changement d'alimentation, je prends ça comme une punition, très clairement. On va essayer de lever, vraiment d'éviter au plus possible tout ce qui est transformé. Je vous rappelle qu'on vit dans une société où c'est compliqué parce que tout est au moins un petit peu modifié, transformé. Donc ouais, tu te dis, ça va être galère. Voilà. En plus du mode Calimero, parce que t'es pas contente, t'as plus le droit de manger tes spaghettis panzani, tu te dis, ça va être une vraie galère, en fait. Tant que faire se peut, cuisiner le plus possible à index glycémique bas. Bon, l'apport de légumes, j'ai aucun problème avec les légumes, donc ça se passe plutôt bien. Pareil, pour tout ce qui est apport en matière grasse, mollo lastico. donc, tu te dis, mais ça va être ça, en fait, ma vie. Les 3 premiers mois, je mute en un parfait mix entre Gargamel et Tati Daniel. Et ces 3 premiers mois-là, je ne m'octroie aucun écart, aucun plaisir, que ce soit chez moi dans l'assiette ou plaisir social en restaurant avec d'autres personnes, aucun écart, je contrôle tout, je continue à peser mes aliments, je suis encore dans le contrôle, bien évidemment, vous vous doutez, ça va finir par péter. Ben oui. Et ça pète le 20 janvier 2025. Oui, ça pète. J'étais pas retournée dans les méandres obscurs d'une crise TCA. Et le 20 janvier, en pleine nuit, ça pète. Je suis à ce moment-là en train de me battre un petit peu avec ma tolérance de la peur en fer. Donc j'essaye plein de choses. Et j'avais reçu le conseil d'essayer de le prendre avant de me coucher. Comme ça, tu dors et la peur en fer fait son œuvre. Sauf que oui, c'est bien quand c'est applicable à quelqu'un qui dort, mais à quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, c'est pas la même donne. Je me souviens être réveillée en pleine nuit, pas très bien, nauséeuse et patatras. Donc, s'ensuit que je ressors cet apport en fer que je ne tolère pas. Je passe par la salle de bain, je me donne un coup, je me brosse les dents, je remonte, je tente de dormir et là, j'ai faim. Mais j'ai faim, mon cerveau a faim, mon corps a faim, mon estomac a faim. En fait, il y a tout un système qui se met en place. Mon double maléfique du TCA se réveille et je n'ai plus qu'une idée en tête, manger, dégommer. Je descends, j'essaye toutes les techniques de diversion, il n'y a rien qui fait. J'avais des plats préparés, que je m'étais préparé à l'avance dans le frigo, j'ai dégommé les 3 plats. Alors, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, l'avantage, c'est que là, j'ai fait une crise de TCA, mais avec que des plats sainement préparés. C'est ce qui a fait la différence, mais pas que. Mais j'ai dégommé comme je savais que j'allais regretter. Je savais que j'allais très mal le vivre derrière, mais par contre, j'ai dégommé tel un robot. C'est-à-dire que vraiment, j'ai essayé d'analyser cette crise-là parce qu'avant, je m'étais jamais cassé le huc à tenter d'analyser. Et c'est vraiment ça. C'est moi, mais en même temps, c'est pas moi qui suis aux commandes quand ça m'arrive. J'ingurgite, mais j'ingurgite vraiment. J'ai l'image du Pac-Man qui ingurgite et à une rapidité. S'il y avait les JO de la vitesse, la rapidité de la prise d'un repas, et là, en l'occurrence de 3, je suis sur le podium, hein. Et je vous ramène une médaille. Hein. Je finis ma crise, j'ai ce moment de flottement. Voilà, ça flotte. J'ai déglingué mes 3 plats. Je suis repu, plus que repu. Je suis prête à éclater. Et là, il y a ce moment entre mes plats vides et moi où tu sais pas. Voilà, c'est vraiment ce moment de... c'est très pervers parce qu'il y a cet apaisement d'avoir cédé à tout ton être qui pensais avoir faim. Est-ce que j'avais vraiment faim? Je crois que mon cerveau avait plus faim que mon estomac. Il y a ce moment d'apaisement et très très vite,
l'apaisement d'avoir cédé à la pulsion, à la compulsion, va être grignoté par la culpabilité. Et celle-là, elle pique. Juste après la crise, il devait être donc dans les 4-5 heures du matin. Je suis partie d'un principe de me dire, c'est fait. Arrête, c'est fait. De toute façon, tu pourras pas changer, tu l'as fait. C'est fait. Voilà, on va tenter de réfléchir là-dessus. Je voyais ma psychologue sous peu, donc on va parler un peu de ça. C'est fait. Là où je suis contente, alors là je vous parle avec le recul, mais là où je suis contente, c'est que le lendemain, je n'ai pas fait ce que j'ai toujours fait. C'est-à-dire que je n'ai pas... je me suis pas mis en mode encore plus punition que n'est déjà une crise TCA. Je n'ai pas été dans une restriction. J'ai repris le rythme des repas que j'ai dû refaire normalement, sans avoir cet aspect de restriction. Ça, pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, à ce moment-là, au moment où je le vis, c'est une véritable avancée. Parce que les fois précédentes où il y a eu des crises, derrière, il y avait 3 jours de restriction, mais du tonnerre. Pour vous situer un petit peu en termes de pesée, et là on est fin octobre 2024, ma dernière pesée intervient le 26 octobre 2024, la dernière du mois, et je pèse 116,1 kg, donc soit moins 12,5 kg par rapport au 29 août 2024. Les changements à compter du 17 octobre ont grave opéré. Quand tu changes radicalement tout, ça secoue un peu le corps, puisque pour uniquement le mois d'octobre, j'ai moins 5,8 kg sur ces 12 kilos perdus. Et je pense que malgré tout, tout le cheminement que je fais avec les spécialistes de la santé mentale à ce moment-là font aussi leur petit bonhomme de chemin. Donc là, véritablement, fin octobre, je suis hyper contente parce que je me dis, ça y est, ça se décoince. On va parler un petit peu en faisant une rétrospective sur les 1 an, sur ce qui a changé dans tous les sens du terme, ce qui a changé en bien, mais aussi en moins bien, parce que par rapport à cette perte de poids, par rapport à ce parcours, il y a des aspects positifs et il y a des aspects négatifs. On va commencer par les aspects négatifs pour finir par le meilleur. Le premier aspect qui peut être négatif, parce que, alors autant avant j'avais le souci contraire, c'est le froid. J'ai tout le temps froid. J'ai le cul gelé tout le temps. Alors qu'avant je bouillonnais à tout bout de champ, j'ai tout le temps froid. Les prises de sang, hormis le fer, sont ok. Donc la carence en fer peut expliquer ces petites sensations de froid, mais moi c'est assez constant. C'est-à-dire que je suis chez moi, le thermostat chez moi indique 18,5, 19, j'ai le gros gilet, le pull, l'écharpe. Le second aspect négatif, c'est, et ça c'est très très chiant, c'est malgré le fait de constater des changements, malgré le fait de constater quand même les vêtements trop grands, il y a des choses avec lesquelles je suis plus confortable qu'avant, j'ai l'impression que ça n'avance pas. C'est pas une question de temps, c'est pas cette question-là, on y reviendra sur cette notion du temps un peu plus tard, c'est une question de résultat visible, visuel. Pour moi, ce n'est pas assez. Pour moi, c'est pas très cohérent. C'est difficilement verbalisable parce que ça, c'est un ressenti hyper personnel. Mais voilà, l'aspect négatif, c'est j'ai cette impression assez constante que ça n'avance pas. Alors, le pompon, pour moi, le pompon du pompon, c'est sur mes cycles menstruels. Alors, le changement alimentaire, la perte de poids, alors moi, ça a eu une incidence assez conséquente sur mes règles. Je trouve ça assez important d'en parler parce que ça a changé du tout au tout. J'avais une très grande période, ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, une semaine avant qu'elle n'arrive, où j'étais HS, KO, mais quand elles étaient là, j'étais peinard, ça durait à peine 3 jours, terminé en ferme. Je précise que je ne prends aucune contraception. Et en ayant tout changé, le syndrome prémenstruel a totalement disparu. Par contre, pendant
pendant. Déjà, en termes de flux, c'est une angoisse. C'est une angoisse au point où, sachez que je n'exagère pas, où les 2 premiers jours, voire les 3 premiers jours, je ne peux pas aller dans un endroit où je ne pourrais pas me changer en cas de souci. Donc, ça me crée véritablement une limite. C'est c'est ce qu'on appelle, j'irai pas jusqu'à dire flux hémorragique, mais en tout cas flux très 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 abondant au point de réfléchir à 2 fois avant de prendre la route pour aller faire une course à Super U ou quoi aux caisses. La durée, je suis passée de 3 jours à 8 jours. C'est une angoisse pour moi. Et cette sorte d'état grippal assez intense qui est là pendant toute la durée. Pourquoi ? Alors, c'est pareil, j'ai 47 ans. Même si on m'a dit que la ménopause, c'était pas encore pour maintenant par rapport à une prise de sang ou je sais plus quoi, il n'en reste pas moins que je me pose quelques questions. Parce que effectivement, est-ce que c'est lié à ce changement physique, à cette perte de poids, ou est-ce que c'est lié à une ménopause qui serait pas en train un petit peu de pointer sa gueule, hein? Donc c'est pour ça, c'est un peu complexe, mais en tout cas, en un an, au niveau de mes cycles menstruels, mon Dieu, quelle angoisse! Et l'aspect négatif, alors moi, je vous cache pas que je me sens pas très concernée par ça, mais étant donné que on en a discuté un petit peu avec l'équipe qui me suit, eux sont très vigilants sur l'orthorexie. Voilà, en disant attention, parce que quand on échange par rapport à l'alimentation, ce que je fais, ce que j'ai changé, ce que j'essaie de ne plus faire, eux sont vigilants là-dessus. L'orthorexie, c'est quelque part une obsession, si je puis dire, pour le fait de manger très correctement, pour les aliments sains, je me sens pas très concernée par la question, parce que je ne vous cache pas, même si eux sont vigilants, si j'ai envie de me claquer un KFC, je vais me claquer un KFC. Donc en termes d'aliments sains, un KFC, on n'y est pas tellement. Donc eux sont vigilants sur ce point, moi pas tellement. Je guette. Sait-on jamais, hein, en même temps on n'est pas à l'abri. L'orthorexie, c'est aussi un trouble du comportement alimentaire, mais je ne suis pas plus inquiète que ça. On va passer au point positif parce qu'il y en a pas mal. Le premier point positif, je vais essayer de les mettre dans l'ordre de ce que moi j'ai constaté et de ce qui me rend contente. Déjà, le premier point, c'est tout ce qui est lié à la mobilité physique. Des trucs très simples qu'une personne qui a un poids standard sans difficulté de santé va arriver à faire. Enfiler des chaussettes sans faire de la contorsion et sans se faire mal parce que tu as ce qui dépasse, qui te fait mal. Enfiler des chaussettes, enfiler des chaussures. Enfiler des chaussures, c'est pareil. Il y a tellement de choses liées à la mobilité que quand on n'est pas en situation d'obésité, on ne peut pas se rendre compte. Je vais rentrer un petit peu plus dans l'intimité, mais par exemple, quand on est en obésité sévère, le simple fait de se laver certaines zones du corps, ça peut être compliqué et on est obligé de trouver des techniques un petit peu hasardeuses pour pouvoir être propre. Je me souviens quand j'étais à mon poids le plus haut, parce que 130,8 kg n'a pas été mon poids le plus haut, hein. Je suis allée au-delà à certains moments de ma vie, mais il y a même des moments très simple, sans parler des zones intimes, mais se laver les pieds correctement, c'est-à-dire pas surfacer, se laver les pieds, tu vois, un minimum, c'est une épreuve de Koh-Lanta. Mais on se rend pas compte des difficultés physiques en termes de mobilité quand on n'a jamais été concerné par l'obésité. Cette amélioration concernant la mobilité rejoint l'aisance. L'aisance dans les vêtements, l'aisance dans le fait de faire les choses, le truc anodin, le truc dont tout le monde se fout, mais qui a une importance quand tu es gros, l'aisance retrouvée sur des chaises de terrasse de café avec des accoudoirs. Je me suis surprise la dernière fois, là, quand il y a eu le retour du soleil, je me suis mis en terrasse où j'ai pris un Perrier, un café, et il y avait ces fameuses chaises avec les accoudoirs. Déjà, d'une part, quand je me suis relevée, j'ai pas coincé les accoudoirs sur ma zone cuissière, et en plus, j'avais pas mal sur les côtés. Parce que seules les personnes qui ont connu cette douleur sur les côtés des chaises avec des accoudoirs pourront comprendre ce que je dis. Tu dis rien, t'es là, t'essayes de passer un moment convivial, mais tu es buté par la douleur que t'infligent ces accoudoirs de merde dans les terrasses de café. La dernière fois, je me suis levée, j'avais pas mal, je m'étais pas rendu compte, je me suis assise, je me suis pas rendu compte, et en me relevant, je me suis dit, mais en fait,
t'as plus mal. Tu rentres dans la chaise. C'est des petits moments de satisfaction comme ça, mais ça fait tellement la différence. Un autre truc que j'ai constaté, alors vous avez le droit de penser que je suis un peu piqué de la carafe, l'équilibre. J'ai retrouvé un équilibre, je me trouve plus stable, et notamment dans la descente d'escalier. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu cette peur de tomber dans les escaliers, parce que, effectivement, eh bien, écoutez, maintenant, je te descends l'escalier, je les monte mieux aussi au demeurant. Donc, je trouve que j'ai les pieds un peu plus ancrés dans le sol. C'est beaucoup plus stable. Et ça, c'est pareil, c'est assez remarquable aussi. Hein. Deux choses aussi que je mettrais volontiers ensemble, moins de suée sauvage et moins d'essoufflement. Alors, c'est pas encore ça qu'est ça. Hein. Les suées sauvages, je les connote pas forcément qu'à mon poids. Il y a aussi parfois, si j'ai un coup de stress, je vais mettre à avoir un coup de chaud. Et donc, ça va se traduire par des suées visagières, si je puis dire. Mais c'est mieux. En tout cas, même si c'est pas encore gagné, c'est beaucoup, beaucoup mieux qu'il y a un an. L'énorme point positif, c'est tout ce qui concerne la psyché. Où là, je prends conscience, avec le recul de cette année passée, je prends conscience de l'importance, vraiment, de l'importance qu'était pour moi le suivi avec des professionnels de la santé mentale. Je crois véritablement, j'en suis même certaine, je suis certaine que même si on est en train de régler les choses d'un point de vue moteur mécanique, sans régler le fond, je vais rester très honnête avec vous. Je n'aime toujours pas le corps dans lequel j'évolue au quotidien. Mais la différence, c'est que je ne le déteste plus à un point quand même, comme il y a un an. C'est déjà très différent. Par rapport à mon deuil pathologique, le deuil bloqué, on a compris plein de choses. On a compris que, après tout, on n'allait pas me forcer à accepter ce que je ne veux pas accepter. Mais on a compris ensemble que la non-acceptation de certains événements de la vie fait partie de la vie. Et que je peux très bien vivre sans accepter certaines choses. Voilà, c'est comme ça. On ne peut pas tout accepter dans une vie, et ça, la non-acceptation fait partie de mon cheminement à moi. Maintenant, il n'en reste pas moins que j'ai ouvert un petit peu les yeux, et que c'est dans la façon de me comporter, dans la façon de continuer ce chemin de deuil, même si je me morfonds et même si je me mets sans dessus-dessous, il n'y a rien que je ne puisse faire ou défaire qui le fera revenir. Compte tenu du fait qu'on ne peut pas encore voyager dans le temps, il n'y a rien. Je n'ai aucun outil à ma disposition pour le faire revenir. Donc, il est parti. Je l'ai très bien compris, mais c'est pas parce qu'il est parti qu'il n'existe plus quelque part pour moi. Alors, n'y voyez pas une connotation spirituelle ou quoi, qu'est-ce. Mais laisser partir quelqu'un, ça veut pas dire l'abandonner. J'ai dit quelque chose à la psychologue et elle m'a dit, vous voyez que là, on commence à évoluer. J'ai eu un papa exceptionnel, vraiment que je souhaite à bon nombre d'enfants. J'ai eu un papa exceptionnel qui a partagé ma vie, qui m'a élevé, qui m'a fait grandir pendant presque 36 ans. Et il n'aurait pas du tout, mais alors pas du tout aimé. Je me serais pris 2-3 coups de sâton au cul, il n'aurait pas du tout aimé de me voir me dégrader, m'effilocher comme ça au fil des années, parce qu'il n'est plus là. S'il y avait vraiment quelque chose, si je croyais vraiment en ce quelque chose quelque part, il n'aurait pas aimé ça. En plus, je le vois tellement me dire, mais t'arrive quoi là? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas te reprendre en main, tu vas te sortir les doigts du huc, hein, et on va y aller là, hein, parce que là, ça suffit les conneries, je le visualise tellement. Autre point plutôt très positif, les douleurs articulaires. Alors, il y en a encore, hein, mais j'ai pu constater, alors je pense que le fait de peser un peu moins lourd, forcément, ça a un impact sur la carcasse, mais j'ai pu constater qu'elles sont non seulement moins fréquentes, donc ce qui implique que je ne suis plus obligée de prendre les anti-inflammatoires parce que c'est pas très recommandé pour la stéatose, et surtout elles sont moins douloureuses quand j'en ai. Il y a aussi un autre aspect positif et que je trouve très important, le cheminement qui est fait à ce propos. Je suis en cours de réconciliation, mais je pense qu'il y a un début de réconciliation avec la notion du temps, parce que c'est très humain et je crois très légitime d'avoir
envie très vite de changement, envie très vite de résultats, envie de voir très vite la taille des vêtements descendre, envie de voir très vite le poids sur la balance descendre aussi. Je pense que c'est très humain parce que finalement, c'est aussi que tu veux vite t'éloigner du problème. Ce qui est surtout très évident quand on décortique un peu ça, c'est d'enfin comprendre il aura fallu du temps, mais d'enfin comprendre que tu ne peux pas régler en un an quelque chose que tu as laissé s'installer, alors peut-être malgré toi, mais quelque chose que tu as laissé s'installer durant des décennies. Et avec ce début de réconciliation avec la notion de temps, je pense aussi que ça va un peu avec. J'ai enfin compris qu'il me fallait arrêter de me fixer des objectifs qui sont clairement inatteignables. Il fallait, on y reviendra en conclusion de cette vidéo, mais il me faut simplement, je crois, cesser avec les objectifs. En avoir vraiment des atteignables juste au pied de ton nez, si je puis dire, mais on y reviendra tout à l'heure. Mais je crois que cette réconciliation avec la notion du temps, quand tu as un chemin assez long à faire, c'est un petit peu primordial aussi. Et enfin, je dirais, dans les aspects positif, le mieux-être global, que ce soit le mieux-être dans ma tête et physiquement. Je suis plus en phase avec mes pensées, moins cruelles et moins crues avec moi. Bref, il y a un mieux-être global assez notable aussi par rapport à il y a un an. Un an plus tard, le point et les fameux objectifs. Je trouve ce chapitre-là dans cette vidéo très intéressant parce qu'évidemment, on va balancer un petit peu de photos. Un petit peu de photos, bah ouais, faut ce qu'il faut. Déjà, on va se faire un point perte de poids sur un an. Et là, ce qui est assez marrant, c'est qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le samedi 19 avril 2025. Un an pile poil, donc j'ai eu une pesée ce matin. Il y a un an, donc je pesais 130,8 kg et ce matin, en montant sur ma balance, elle m'affichait 104,8 kg, soit une perte sur un an de moins 26 kg. C'est bien. Objectivement et très sincèrement, je le ressens plus que je ne le vois. Alors c'est très bien aussi, hein. C'est très bien aussi de ressentir, comme je vous disais, cette aisance, beaucoup plus de mobilité, de faculté à se mouvoir. Je le ressens beaucoup plus que je ne le vois dans mes miroirs ou quoi aux caisses. Donc, comme je n'ai pas eu la judicieuse idée de faire ce que tout le monde fait quand on entame une perte de poids, un processus de perte de poids, de photos avant de commencer et après, j'ai essayé de glaner de ci, de là, par le biais de captures dans des vidéos. C'est pour ça que la qualité pour certaines n'est pas top, mais j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai essayé de glaner quelques photos en screen d'il y a un an pour voir un petit peu avant pour celle du visage, pour que vous puissiez voir un petit peu, situer un petit peu. Et même moi, j'avoue que ça m'a mis une petite claque derrière les oreilles parce que, comme je vous le dis, je le ressens plus que je ne le vois. Et là, je l'ai vu. Je vois qu'il y a quand même, on avance. Sur cette première photo, vous avez l'apogée, ce que j'appelle une première photo, donc qui est une photo de 4 mois avant mon premier rendez-vous au CSO. Cette photo, pour info, elle est issue d'une capture de vidéo qu'on avait tournée. Donc vous pouvez voir les vidéos, hein, vous voyez le visage d'une vidéo qu'on avait tournée pendant un week-end chez Gwen, où on faisait une lecture commune, je crois. Donc là, c'était en décembre 2023. Sur la photo située au centre, c'est une photo d'avril 2024. Donc au moment où j'ai mon premier entretien au CSO, j'ai presque envie de vous dire que j'ai les cheveux longs sur cette photo du centre. Et donc, étant donné que le cheveu long a tendance à me tirer un peu sur la mine, ça arrange quelque peu le visage de l'instant. Et la dernière photo, c'est une photo qui date du 17 avril, donc il y a 2 jours. Et sur cette photo, j'ai les cheveux très courts. Donc, c'est-à-dire que quand tu portes le cheveu très court au niveau
on va dire de l'ovale de ton visage, ça ne ment pas. Tu ne peux pas tricher. Sur cette seconde photo et donc sur ce second comparatif, on a une image au centre qui date d'il y a 1 an pile poil. J'ai essayé de glaner des photos où je suis déjà dans une tenue, une robe, donc des tenues similaires, et dans une posture qui est aussi assez similaire. La photo du centre, c'était il y a 1 an, et les 2 photos de chaque côté, c'était il y a quelques jours dans l'un de mes derniers retours vêtements. Voilà, je voulais vraiment des vêtements qui se ressemblent, des robes, pour que vous puissiez quand même voir si différence il y a. Alors moi, pour ma part, là, c'est moins parlant que sur le visage, mais quand même, ce serait hypocrite de vous dire que je ne vois pas de différence. On n'est pas là pour faire style, ouais, je vois pas, machin, pour que vous puissiez me dire que ça se voit. Non, là, je le vois aussi. C'est pas la farandole à Jean-Jacques, mais je vois aussi de la différence, évidemment, sur la circonférence, je sais pas comment vous dire, mais je vois une différence. Et sur cette photo, ce dernier comparatif, j'ai volontairement voulu vous prendre cette photo toujours d'il y a 1 an où je suis en robe, et sur une tenue d'il y a quelques jours, puisque je l'ai extirpée d'une vidéo à Lara. La dernière vidéo à Lara, où j'ai une tenue quand même assez près du corps pour que vous puissiez voir aussi au niveau de ce que ça donne très globalement. J'ai fait ce que j'ai pu avec les photos que j'ai pu récupérer et qui étaient quand même assez tenables en termes de qualité, parce que les screens, ça te dégrade la qualité, faut voir comme, hein. Ces photos-là, je trouvais sympa de vous les partager parce que elles montrent un peu ce que je vous expliquais pendant cette vidéo. Ce sont des photos qui sont issues d'une sortie avec les filles que nous avons fait en juin 2024. Donc, c'est-à-dire que moi, en juin 2024, j'avais déjà commencé mon protocole de soins en CSO. Et comme vous pouvez le constater, ça n'avait pas grandement bougé. C'est-à-dire que ça rejoint ce que je disais, on n'avait pas encore détecté les problèmes de santé. Donc, même si on avait déjà mis les pieds dedans, rien n'avait bougé. Comme quoi, il est important de détecter le problème, on va dire, moteur, parce que je pense aussi que c'est ce qui a fait tout basculer. On ne savait pas qu'il y avait des problèmes purement mécaniques qui freinaient la perte de poids, et donc on ne comprenait pas. Et là, on voit bien que sur fin juin, en plus, il me semble que c'est fin juin, si mes souvenirs sont bons, il ne s'est rien passé en termes de perte de poids ou quoi. Ce qu'à titre personnel, j'ai enfin réussi à comprendre, c'est que l'obésité est une maladie chronique multifactorielle. À partir de là, quand on comprend ça, bien évidemment que quand je réfléchis à tout ça avec le recul et les années et tout ce qui a pu être fait, étant donné que c'est une maladie chronique multifactorielle, c'est pas avec un simple seulement rééquilibrage alimentaire, régime, appelez-le comme vous voulez, que ça aurait pu régler quoi que ce soit. À maladie chronique multifactorielle, il faut une prise en charge pluridisciplinaire, évidemment. Alors je vous dis là, évidemment, c'est facile parce que je suis dedans, mais j'ai mis des années à imaginer, tiens, allez, je vais me mettre au régime, dans 6 mois, c'est réglé. Voilà dans quel état d'esprit j'étais. Évidemment que ça n'a jamais avancé, ou ça a avancé pour mieux reculer derrière. Bien sûr, je le répète, mais la prise en charge de ma santé mentale a été pour moi déterminante dans le changement. C'est-à-dire que je pense, si j'essaye de mettre des mots sur le ressenti, je pense que mon moi cérébral s'est accordé, fout un peu la paix à mon moi physique. Disons que on a trouvé ces deux-là, trucs perchés, il y a un terrain d'entente. Et donc, ça fout un peu la paix globalement au corps et à la tête. Et puis, il y a un pan dont je n'ai jamais parlé sur YouTube, le pan de psy, hein, on a creusé, pensez bien qu'on a creusé bien plus loin que le deuil pathologique, et que, sans s'en rendre compte, il y a quand même des événements dans vos vies que vous pensez avoir guéris. Je ne sais pas si le terme est bon, mais qui sont là, enfouis, bien cachés, et que quand quelqu'un pour qui c'est le boulot vous aide à ressortir tout ça, eh bien, tu te dis, bah ouais, ça faisait partie de la donne. Si vous voulez, sans rentrer dans le détail, parce que je ne souhaite pas rentrer dans le détail, mais c'est un très bon conseil, faites vraiment très attention. Parfois, on me trouve très vigilante sur qui rentre dans ma vie et qui n'y rentre pas, mais faites vraiment très attention à qui rentre dans vos vies, à qui vous octroyez votre amour, quel qu'il soit, votre loyauté.
votre confiance parce qu'il y a des personnes qui sont tellement habiles en termes de retournement de cerveau et qu'elles arrivent à vous faire entendre, pas seulement à vous faire croire, qu'elles arrivent à vous faire entendre que vous n'êtes qu'une merde. Si bien qu'elles sont tellement habiles avec la manipulation que vous finissez par penser vraiment que vous êtes une merde. Donc faites très attention parce que parfois ça crée des fractures qu'on traîne depuis une petite vingtaine d'années sans se rendre compte que ça a tout bousillé. J'irai pas plus loin sur ce pan de mon suivi, mais si j'ai un seul très bon conseil à donner, faites attention, il y a des personnes qui sont très belles extérieurement, mais qui sont très dégueulasses intérieurement. Voilà. Je prends cette première année achevée comme la fin d'un cycle. Hein. Vous savez, j'aime bien fin de cycle, début d'un autre cycle. La fin d'un cycle d'une année qui n'a pas été sans ascenseur émotionnel. Évidemment, quand on creuse, on démerde, on te met, on fait place nette, on te rééquipe. C'est du mouvement tout ça. Hein. Ça secoue, ça pique un peu, ça froisse, ça te fait pleurer, ça te fait cogiter des soirées entières à remettre la séance et à te dire si ça, à repartir dans les méandres, dans certains méandres du passé. Voilà, ça chamboule beaucoup, mais pour au bout du chemin, avoir de l'amélioration. Donc, je crois que ça en vaut le coup. Et plein de nouvelles envies. Je ne vais pas parler d'objectifs, j'en ai deux, mais vous allez voir qu'ils sont très atteignables. La fin d'un cycle où, même si parfois je dois creuser très profondément pour avoir de la motivation, je suis déterminée. Avec ou sans motivation, je suis déterminée à me sortir de ça. Je suis déterminée à m'éloigner de... Peu importe après ce qui arrivera d'un point de vue santé, si je suis sortie de cette obésité, je me dirais, j'ai travaillé pour. Voilà, c'est pas à cause de ça. J'ai 2 envies pour ce second cycle qui commence dès aujourd'hui. Vous allez voir, hein, c'est même pas des objectifs, c'est des envies qui sont, je crois, très atteignables avec ce que j'ai mis en place. La première, évidemment, c'est de passer sous la barre des 100. On n'est plus très loin, mais vraiment, non seulement de passer dessous, mais de plus jamais y foutre les pieds. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais déjà, quand je serai là-dessous, déjà, on aura fait une bonne partie du chemin. Et puis, la seconde va un peu dans le même sens que la première envie, c'est de virer graisse sous-cutanée au niveau abdominal et graisse viscérale parce que, on va pas se mentir, graisse viscérale, c'est dangereux. Et pour ce faire, vous le savez, très récemment, j'ai repris une activité sportive et je pense que ça va beaucoup m'aider. Voilà, en termes d'objectifs, il n'est pas question de se fixer un nombre de kilos à perdre parce que j'ai bien compris avec toute l'expérience que j'ai par rapport à ça que les objectifs de tant de kilos à perdre, c'est très bien pour ne jamais y arriver. Et puis on va pas se mentir, quand tu souffres de TCA, les objectifs sont pas très bons. Les TCA adorent ça. De toute façon, en termes de perte de poids et de TCA, tout ce qui est facteur de pression, tel que d'ailleurs les objectifs qu'on se fixe, les TCA, elles adorent ça, elles vont se régaler. Donc ça, moi, j'en ai fini avec ça, ça m'intéresse plus. De toute façon, pour vous dire, je veux perdre 70, 80, 50 kilos. Et puis, au bout du compte, il y a souvent une merde dans le pâté qui se met entre deux. J'avise, j'improvise et on fait le point, on fait des petits points réguliers. Et d'ailleurs, d'un point de vue alimentation, il y a un véritable apaisement, il y a une vraie reconnexion. Ça aussi, c'est un vrai plus, c'est une véritable amélioration. Je ne subis plus mon alimentation, il y a une vraie reconnexion au plaisir de manger et parfois plaisir à cuisiner, parce que je me trouve des petites recettes, j'améliore, je fais avec moi ce que je peux faire. Bref, puis parfois, c'est bon, c'est bon ce que j'ai fait. Donc, il y a un véritable apaisement pour ce qui est de ma relation avec la nourriture. Et c'est très bien parce que c'est aussi vers ce quoi on veut aller quand on a des troubles du comportement alimentaire. Tout passe, je crois, par l'apaisement. Je n'ai d'ailleurs pas refait de crise, quelle qu'elle soit en termes de TCA, depuis celle de janvier 2025. Il y a aussi
une revisite assez complète de ce que moi j'appelais mes journées off, mes repas off. Eux, ils n'existent plus. Si j'ai envie de me manger des haricots verts un samedi soir à 20h02, je vais me manger des haricots verts. C'est assez différent du schéma que j'avais avant, parce qu'avant, le samedi soir, fallait absolument se faire péter la panse, ce qui aujourd'hui n'existe plus. Encore ce soir, j'ai prévu de me faire un one pot pasta avec des pâtes complètes, des crevettes, des légumes, voilà, cuisiner avec ce que moi je mange ordinairement, et ça va me faire plaisir. Et pour autant, c'est pas un repas qui va me donner un mal de chien à digérer toute la nuit. Donc il n'y a plus cette notion de repas off. Si j'ai envie de me faire un resto, par exemple un jeudi soir, où la prise alimentaire va être plus conséquente, et ben je me fais un resto le jeudi soir. Je me donne le droit de manger plus copieusement en dehors du samedi soir à 20h02. Vraiment, non mais je précise parce que ça c'était vraiment mon schéma typique. Et un détail et pas des moindres, j'ai divisé à peu près par 3 la vitesse à laquelle je prenais mes repas. Si vous voulez, mon alimentation actuelle que j'ai subie pendant 3 mois, elle m'apporte une satisfaction actuellement, parce que je vois, je sens, je ressens qu'elle m'éloigne de plus en plus de mes compulsions alimentaires. À partir de là, déjà, moi, ça me suffit. Et puis en plus, comme j'apprends de mieux en mieux, de plus en plus à trouver des recettes à cuisiner, que je trouve ça bon, que les épices sont mes amis, je prends en plus du plaisir, vraiment du plaisir quand je suis à table. Donc à partir de là, évidemment que d'un point de vue rapport à la nourriture, alimentation, prise de repas, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a un an. Bien entendu que je reste attentive, parce que j'ai quand même mes problèmes de santé, je reste attentive quand même, mais c'est très différent, c'est quand même très différent de l'hypervigilance ou du contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pèse plus mes assiettes. Tout se fait au visuel, tout se fait à l'envie, tout se fait si un soir j'ai un peu plus faim, je rajoute une cuillère, c'est pas grave, tu vois. Je ne pèse plus, en dehors des recettes où on doit respecter quand même pour que la recette soit bonne, mais mes assiettes en tant que telles, je ne pèse plus rien. C'est une véritable avancée. Toute ma vie, j'ai pesé ce que je mettais dans mes assiettes. C'est con à dire, mais ça t'octroie une espèce de liberté mentale, laquelle tu ne te rends pas compte quand tu es dans toute cette notion d'hypervigilance ou de contrôle. C'est apaisant, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a eu, globalement, il y a eu un apaisement assez global dans mon rapport à la nourriture, ni plus ni moins. Je suis satisfaite de ce premier bilan, de cette première année, mais je garde quand même la tête froide, parce que j'ai un vécu qui fait que je ne prends absolument rien pour acquis. Et puis ce que je voulais préciser aussi, c'est que cette vidéo, comme je vous le disais au début, c'est un peu une sorte d'archive personnelle, mais loin de moi l'idée de faire cette vidéo pour vous faire avoir un déclic, pour vous inciter pour faire que... Parce que, étant donné que mon parcours personnel depuis un an est intrinsèquement lié à ma santé, loin de moi l'idée de vous faire entendre, de faire comme ça ou pas. C'est-à-dire qu'à un moment, je passe mon tour et je reste surtout bien à ma place. Voilà une césure nette, et qui en plus illustre parfaitement ce que je vous disais tout au long de cette vidéo dans les aspects négatifs. Je suis chez moi, il est à peine 22h et j'ai l'écharpe et j'ai le gros gilet et j'ai un truc en dessous parce que j'ai tout le temps froid. Je vous retrouve dans cet accoutrement simplement parce que je suis au montage, et le tout dernier fichier, on me voit faire des grands gestes et vous raconter ma vie, mais il n'y a aucun son. J'ai trifouillé, retourné le fichier, je n'ai pas retrouvé le son. Je ne sais pas où il est parti, mais en tout cas, il n'y a pas de son. Et la moindre des corrections, c'est quand même de venir achever cette vidéo. Et tant pis, tant pis pour l'accoutrement. Je vous lâchais au dernier moment où j'ai du son sur ma vidéo, je vous disais que cette vidéo n'était en rien pour vous inciter pour vous aiguiller, pour vous dire qu'il serait bien d'eux, parce que je choisissais surtout de bien rester à ma place. Et j'insiste vraiment, j'insistais sur le fichier où il n'y a pas de son, parce que vous me connaissez un petit peu, et encore vous me connaissez par le biais de ce que je veux bien partager sur YouTube. Mais moi, contrairement à vous, je ne vous connais pas du tout. Je ne sais rien de vos histoires de vie, de vos histoires personnelles, je ne sais rien de vos soucis de santé, qu'ils soient d'ordre de la santé mentale ou de la santé physique. Je ne sais absolument rien de vous. Donc, il serait bien inopportun de vous aiguiller. Faut vraiment pas prendre cette vidéo comme telle, parce que ce n'est pas du tout le cas. Et même
dans l'idée que ça puisse représenter une source de motivation. Ça, j'en ai touché 2 mots sur Instagram. Je trouverais ça presque hypocrite d'être pour qui que ce soit une quelconque source de motivation, là où moi, certains matins, il me faut une pelleteuse pour la trouver, la motivation. Donc vraiment, je voulais insister sur ce point. C'est pas une vidéo pour je vais vous faire avoir le déclic. Je reste convaincue que de toute façon, le déclic, il est très personnel. Le déclic, c'est quelque chose qui se passe avec soi. Ça peut générer des réflexions de voir quelqu'un qui fait tel parcours ou tel parcours, mais le vrai déclic en tant que tel pour soi, pour se dire cette fois j'y vais, cette fois j'ai besoin de, cette fois je vais faire comme ça, il est purement personnel. Ce que je veux dire dans ce mot de la fin, c'est que si vous avez les possibilités, qu'elles soient physiques, mentales, l'envie, surtout l'envie, la motivation, l'énergie de modifier des choses dans votre vie parce que ça ne vous convient pas, bien entendu que je vous encourage de tout cœur à le faire. Et comme je sais que j'ai déjà tenu ce discours qui consistait à vous dire que si moi j'arrive, forcément vous y arriverez, je vous présente mes excuses parce que c'est un discours à la con. Ce n'est pas parce que moi je parviens à des choses que vous parviendrez à la même chose et son contraire. Vous déboîtez sûrement sur certains domaines et moi j'en suis incapable. On ne peut pas prévaloir de la capacité de l'autre quand on ne connaît rien de son histoire. Si moi je le fais, vous pouvez le faire, c'est de la connerie parce que ça ne veut absolument rien dire et ça ne tient pas la route. Je ne peux pas dire ça parce que je ne sais rien de vous. Elle est là, la différence, et c'est pourquoi je choisis de partager, de vous faire un point sur les 1 an, parce que mine de rien, je vous ai embarqué avec moi, mais à aucun moment, je ne prendrai une place que j'ai pas lieu d'avoir. Je suis youtubeuse, moi, je fais du contenu, je propose du contenu, modestement, c'est tout, ça s'arrête là, je suis pas médecin, j'ai pas les compétences. Voilà, je voulais que de ce point de vue-là, ce soit très clair. En tout cas, sachez que pour finir, je vous remercie infiniment pour ceux et celles qui sont là depuis le tout début, d'avoir traversé ces années et ces années de méandres obscur, à pas savoir trop où j'allais, à me suivre dans mes tentatives les plus farfelues, à me suivre dans mes échecs aussi, parce que bah voilà, il y en a qui sont là depuis très longtemps. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver, on tient le bon bout. On tient le bon bout cette fois, je pense. Et puis merci simplement parfois quelques petits mots du soutien qui, mine de rien, même si je suis très bien entourée, très soutenue familialement parlant, bah parfois des petits mots de personnes comme ça à brûle pour point dit avec le cœur, et bah ça donne justement un peu de baume au cœur. Et certains jours, c'est pas négligeable. Écoutez, pour ce qui concerne le gros bilan, bah on se donne rendez-vous dans 1 an. Bon, nous on se voit vendredi sûrement, mais on se donne rendez-vous pour un gros bilan comme ça dans 1 an. Aujourd'hui, j'ai fait absolument tous les visuels, comme ça il y aura des visuels un peu de qualité. J'ai fait photos et vidéos pour le bilan des 2 ans. Ouais, je me projette, et à l'heure, je me projette, comme ça au moins j'ai mis les fichiers sur les 2 disques durs, c'est parce que je suis pas à l'abri que le PC plante. Bref, aujourd'hui j'ai fait les choses correctement et j'ouvre officiellement avec vous le second cycle de la 2e année qui je crois va poursuivre dans ce que je fais, mais qui sera très différente parce que quelque part beaucoup plus cool. Voilà, en tout cas, merci pour tout, merci pour votre soutien et ça va le faire. Ça va le faire. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je vous fais plein de bisous, ça y est, j'ai chaud. Et puis, à vendredi, des bisous.